Bonjour, bienvenue sur Open Mic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités engagées dans le débat public, politique et économique. Antonin Ferrara, bonjour. Bonjour, Michael. Emmanuel Blaisès, bonjour. Bonjour Mickaël. Et vous êtes à la tête d'un institut qui s'appelle l'Institut de l'audace politique. Pour le débat politique. Pour l'audace politique, vous avez raison. Ça montre une direction. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter un petit peu en quelques mots cet institut et surtout nous dire pourquoi vous avez choisi d'avoir cet engagement-là? Alors, l'Institut, il a 1 an et on l'a créé avec l'ambition déjà de remettre des chiffres et quelques vérités dans le débat avec un axe libéral, jeune aussi, puisqu'on est tous les deux assez jeunes, donc c'est générationnel, et qui va vers l'avant, qui regarde vers l'avenir, de faire un travail de prospective d'une certaine manière, et en traitant des sujets qui sont évidemment chauds et très politiques. Donc le premier sujet sur lequel on a publié, c'était les retraites. Mais après, on ne s'interdit pas d'intervenir de temps en temps quand il y a des thèmes qui reviennent dans le débat, comme la taxe Zuckman, les aides aux entreprises, ce genre de sujets qui sont très polémiques, en remettant justement l'église au milieu du village et en détruisant toutes les contre-vérités qu'on entend constamment dans le débat, qui est parasité par les socialistes. Et j'ajouterai un point, c'est qu'effectivement, il y a plein de façons d'intervenir dans le débat public, d'avoir de l'influence ou faire de la politique, parce qu'en quelque sorte, on flirte avec l'engagement politique. Et on s'est posé la question de quelle était la meilleure façon de le faire. Et c'est vrai que des think tanks, des instituts, il y en a beaucoup, il y en a des myriades. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que premièrement, ça manquait un peu de souffle et de modernité. Souvent, c'était des cercles un peu ronflants, on ne sait pas trop qui est dedans, qui fait quoi, etc. Deuxièmement, qu'ils étaient très peu engagés dans le débat public, qu'ils font des notes que globalement personne ne lit, qui font 300 pages, qui sont très verbeuses, beaucoup de textes, etc. Et que nous, on voulait dépoussiérer le modèle, apporter un vent nouveau, ce qui fait qu'effectivement, notre façon de communiquer, elle est assez différente. On met beaucoup de chiffres, de graphes. On est très présent sur les réseaux sociaux et puis on touche un public qui est différent. Donc c'est aussi disrupter un peu le modèle du think tank. Et puis dernier point, c'est vrai qu'en France, bien qu'il y en ait un certain nombre, ils ont finalement une place assez réduite dans le débat, à l'inverse des États-Unis, où tu as une vraie industrie du think tank, où ce sont des gens qui tiennent la plume des politiques, qui ont une vraie influence sur les programmes, etc. Et en France, les politiques se saisissent beaucoup moins de ces cercles. Donc on a voulu apporter un vent nouveau, donc ça fait pour l'instant son petit bonhomme de chemin et très heureux d'en discuter avec toi. Je suis trop loin? Ouais, mais je pense que tu vas rester comme ça. Ok. Ouais, faut que tu y penses quand tu... Ouais. C'est bon, on est bien tous dans le cadre, ça va? Ok, super. Bon. Euh, Vous avez publié justement votre publication phare il y a quelques mois sur les retraites. Alors les retraites, pour ceux qui écoutent d'une oreille distraite, ça fait des années qu'on en parle. L'âge de la retraite, le pivot, capitalisation, répartition, etc. Euh, la réalité, c'est que c'est toujours un vrai problème et que c'est un problème qui risque de toucher particulièrement les plus jeunes et que si on a moins de 45 ans aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on touche une vraie retraite. On entend souvent parler d'une pyramide de Ponzi. Qu'est-ce que vous mettez dans la note et qu'est-ce que vous proposez? Euh, Sur la question des retraites, effectivement, elle est centrale. Alors, c'est souvent contre-intuitif, vu notre âge, parce que finalement, on est assez jeune, de se dire notre première publication, c'est sur les retraites. À quel moment, quand tu as 20, 30, moins de 40 ans, tu penses à la retraite? Et c'est vrai que même pour nous, c'est un peu inconfortable de se dire on est obsédé par ce sujet. Sauf qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, selon les chiffres, quand tu regardes un peu le budget, normalement, ça représente un quart de la dépense publique. Donc, tu as sur 100 euros d'argent public, 25 qui vont dans les retraites. Sauf que c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'on s'est aperçu récemment que quand tu regardes par exemple le budget de l'éducation nationale ou le budget des armées, tu as une petite partie de ce budget qui est affectée à la retraite des fonctionnaires de ces corps d'État. Donc finalement, on arrive à un tiers de la dépense publique. Donc tu as sur 100 euros d'argent public, un tiers qui va aux retraites. Dans le même temps, la justice, le régalien, c'est moins de 10 euros sur 100. Donc déjà, tu as un dysfonctionnement. Deuxièmement, c'est un sujet qui va nous accompagner pendant des décennies en raison du vieillissement de la population.
qui touche la France comme toutes les grandes économies et tous les grands pays développés. Alors le ratio qu'il faut regarder, c'est combien tu as de cotisants par rapport au nombre de retraités, combien tu as d'actifs par rapport au nombre de retraités. Parce que dans un régime de retraite par répartition, en fait, c'est ton argent, tes cotisations que tu payes tous les mois, qui sont prélevées sur ton salaire, qui financent les retraites des retraités actuels. Une des erreurs, c'est de croire Du coup, qu'on... c'est pas des vraies cotisations. si tu veux, c'est un transfert, quoi. C'est comme si tu donnais On du... taxe pour payer quelqu'un d'autre. Exactement. En fait, tu finances la retraite de tes parents et de tes grands-parents. Ce qui pouvait avoir une certaine logique à la sortie de la guerre. En fait, tu avais un ratio d'actifs sur retraités qui était autour de 5. Aujourd'hui, on est à 2,5. Et dans 30-40 ans, on sera à 1,5. Donc ça veut dire que tu auras 1,5 actifs par retraité. Autrement dit, tu as 3 actifs pour 2 retraités. Donc c'est comme si tu devais donner la moitié de ton revenu aux retraités. Donc tu vois que c'est pas tenable. À moins d'augmenter la pression fiscale Ouais. qui est déjà énorme. Et en fait, la plupart des Français ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que tu as des sondages qui montrent que 50% des Français pensent qu'ils financent leur propre retraite. Or, ils financent la retraite des retraités actuels. Donc c'est un système qui est ultra déficitaire. Les ressources des cotisations, comme tu disais, ça couvre que 2 tiers des besoins. Donc tu as en fait un système qui a un déficit de 50% globalement. Donc c'est une énorme pyramide de Ponzi qui n'est pas du tout tenable à long terme. Ouais. Non, clairement, et on a voulu, comme disait Emmanuel, on a voulu traiter ce sujet en priorité parce que c'est le système phare, on va dire, c'est le problème qui cache tout un tas d'autres, qui est celui de la dépense publique et des finances publiques, qui sont devenus une espèce d'énorme château de cartes où on n'arrive plus à savoir qui finance quoi, où va l'argent. Et en fait, avec le mouvement qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux de c'est Nicolas qui paie, il y a une espèce de prise de conscience dans le débat qu'on essaye de pousser également, de où part mon argent. Pourquoi je paye autant sur ma fiche de paye? Parce que c'est ça la vérité, c'est que les retraites, en soi, ça devrait être quelque chose de très simple, c'est-à-dire on met de l'argent de côté pour sa future retraite, et au final on se retrouve avec 10 lignes dans sa fiche de paye, la CRDS, la CSG, qui servent également à financer le système. Donc en fait, l'État maquille d'une certaine manière les déficits réels de cette façon, et il y a aussi, encore pire, ce qui est en train de ressortir depuis peu, sur les retraites des fonctionnaires, c'est-à-dire mettre des cotisations sur les agents publics de 150-157% pour justement masquer et maquiller les déficits réels du système de retraite général, là où pour les salariés du privé, c'est 28. Donc en fait, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le gros du problème. Et ensuite, ça impacte tout le reste. Ça impacte aussi la santé, ça impacte tous les autres postes de dépenses. Comme l'a dit Emmanuel, ça vient gréver les autres budgets. Et c'est le point de départ pour nous d'une réflexion plus large sur la dépense publique, l'utilité de la dépense publique, son fonctionnement, son efficacité, que ce soit pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, de savoir où va vraiment l'argent. Et effectivement, on se rend compte que là où l'argent est essentiel, la dépense publique est essentielle, donc l'éducation, l'armée, la police, la justice, tout ça, c'est des administrations qui sont extrêmement pauvres, et alors que c'est des administrations qui sont essentielles. Et l'essentiel de l'argent, finalement, aujourd'hui, dans le PIB, c'est du transfert social. Donc on a 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, plus de la moitié, c'est du transfert social, que ce soit les retraites, la santé, les aides sociales. La CAF, par exemple, c'est 110 milliards par an d'aides sociales versées, là où parfois c'est néfaste, comme par exemple les APL, ça a été démontré même par la Cour des comptes, c'est-à-dire que c'est de la subvention directement donnée aux propriétaires qui augmente, qui font répercuter ça sur les loyers et qui nous coûte 17 milliards par an, ce qui n'est pas négligeable. Et tout ça, en fait, on n'interroge jamais l'utilité et l'efficacité de la dépense. C'est-à-dire qu'on va toujours, on considère que, un, c'est un droit, et de deux, on ne remet pas en cause le bien fondé même de la mesure. Et c'est pas nous qui le disons, c'est en plus on s'appuie sur des rapports qui sont ceux de la Cour des comptes et qui sont ceux d'organes qui sont considérés comme étatiques. Donc c'est des choses qui sont dans le débat, et je pense que en faisant ce travail-là, on va découvrir de plus en plus de dingueries, comme disent les jeunes, de dingueries de ce genre, qui ne sont même pas traitées ou qui n'ont pas encore été étudiées par les organes de contrôle de l'État. On parle souvent d'un chiffre qui est popularisé de 1000 milliards de dépenses supplémentaires qu'engendrait de la dette. Ouais. 1000 milliards de dettes De dettes. supplémentaires. Dans ces 1000 milliards de dettes, combien les retraites en sont responsables? Alors, en fait, l'estimation qui a été faite, c'est que c'est la moitié, donc 500 millions. 500 milliards. 500 milliards, pardon. Tu vois, c'est tellement énorme qu'on a du mal à réaliser. 500 milliards.
Tout simplement parce que le régime est ultra déficitaire et que les comptes ne montrent pas la réalité. Donc tu as 500 milliards, c'est très intéressant ce chiffre, parce que si tu le décomposes, tu te dis vraiment on est chez les fous. Tu as 500 milliards qui est dans la dette, et le reste est des mesures de soutien pendant le Covid, globalement. Donc il n'y a aucune mesure de dette productive qui a Pas été... d'investissement, pas pas pour les d'investissement. écoles, les Donc en gros, c'était innovations. le Covid, le quoi qu'il en coûte, dire bon, alors ça avait un sens de dire on maintient les entreprises à flot pour éviter qu'elles coulent, ok. Et le reste, c'est boucher les déficits et la dépense sociale. Parce que j'ai parlé des retraites, je disais que c'était un tiers de la dépense, mais si tu élargis à toute la sphère sociale, c'est 60%. Donc en fait, tu as 6 euros sur 10 qui est affecté à de la dépense improductive, qui est du pur transfert. Mm. Et le reste, c'est des petites miettes qui vont dans des politiques de soutien, etc. Ce qui fait que l'État, on est dans un pays où on produit moins, on dépense plus, on alourdit, et donc c'est comme si on te mettait des boulets aux pieds, on te demandait d'avancer plus vite. À un moment, tu t'épuises, quoi. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Sur l'aspect générationnel, il est extrêmement important. Moi, ce que je vois globalement, c'est que ça change beaucoup. Tu vois, il y a 5 ans, on prêchait un peu dans le désert, on nous prenait pour des... Tu sais, on disait vous opposez les boomers aux jeunes, les vieux aux jeunes, etc. Donc c'était un peu un tabou. Aujourd'hui, je vois que ça change pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, les chiffres ne mentent pas. Donc à un moment, tu peux pas éternellement dire il n'y a pas de problème avec les retraites. Ça devient tellement visible. L'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit. Et deuxièmement, c'est que les jeunes aussi prennent conscience. Globalement, je trouve que notre génération attend moins de l'État, tu vois, pour prendre leur vie en secours. Et donc, on sait qu'on n'aura pas de retraite, globalement. Si tu regardes le rendement d'1 euro cotisé, c'est-à-dire combien te rapporte 1 euro que tu as mis dans le régime de retraite, pour la génération de nos parents, c'était autour de 2,5% par an. Pour nous, c'est 0,3. Donc, autant dire rien du tout. Ce qui veut dire que tu prends une personne, par exemple, qui est à 36 000 euros brut, qui a un salaire de 36 000 euros brut, 3 000 euros brut par mois, elle cotise tous les mois à peu près entre 850 et 900 euros pour les retraites. Avec un rendement de 0,3, elle aura quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'elle aura une retraite en fait de 900 euros. Une personne qui gagne 3 000 euros par mois, brut, aura 800 euros, 900 euros de retraite. Tu vois, c'est totalement inacceptable. Et encore, il faudrait que l'État ne fasse pas faillite. Mm. Or, c'est la trajectoire naturelle si on ne change pas et on ne réforme pas. Ouais. Bah, elle est sur Donc, il y a les... un vrai risque. Ouais. En fait, c'est ça, c'est une drogue, la dépense publique. Et les 500 milliards sur les 1000 milliards de dettes qu'on a contractées pour les retraites, ça s'est fait à une période aussi financière historique où on avait des taux négatifs et où tous les politiciens, ça faisait leurs affaires, disaient c'est fantastique, on peut continuer à cramer la caisse, de toute façon l'argent est gratuit, puisqu'on est payé pour s'endetter. Et ils se sont pas rendus compte en fait qu'en faisant ça, on habituait les gens, on habituait les Français à toujours plus de transferts sociaux, toujours plus de confort, toujours plus de sécurité, ce qu'ils appellent la sécurité, mais qui finalement c'est comme la corde au cou du pendu, c'est-à-dire que c'est un système qui nous aliénit, qui nous habitue lentement à la drogue et à la dépense publique. Et une fois que les taux remontent, on est contraint d'honorer ses engagements sociaux et on est contraint de se réendetter. Et là, on se réendette à des taux qui sont beaucoup plus élevés. Et encore une fois, la dette n'est pas quelque chose de fictif, parce que c'est ce qu'ils nous disaient tous. C'est-à-dire que tous les socialistes nous disent depuis 50 ans, la dette, on s'en fiche, de toute façon, c'est au niveau de l'État, on n'aura jamais à la rembourser. C'est ce que dit Mélenchon, si vous l'écoutez, il dit on n'aura jamais à rembourser notre dette, c'est pas grave. On dit fuck aux créditeurs. La vérité, c'est qu'on est obligé de se réendetter à des taux plus élevés et qu'on paye des intérêts sur cette dette qui, c'est pas intangible, c'est quelque chose de réel, ces intérêts-là. Et typiquement, l'an prochain, on va payer 75 milliards d'euros d'intérêts sur notre dette, ce qui est 50% de plus que ce qu'on dépense pour notre défense. Et il y a des historiens qui ont Niall Ferguson aux États-Unis qui a montré, par exemple, qu'à travers l'histoire, tous les grands empires ont commencé à amorcer leur déclin à partir du moment où ils payaient plus d'intérêts sur leurs dettes qu'ils ne dépensaient pour leur armée, pour leur défense. C'est une constante. L'empire austro-hongrois, tous les grands empires sont morts de cette façon-là. Et alors, aujourd'hui en France, ça devrait tous nous alarmer, le fait qu'on dépense 50% de plus sur notre dette pour rien, c'est juste pour rembourser les créditeurs, que sur notre propre défense. Et aujourd'hui, on voit par exemple en Allemagne, le réarmement qui se fait, c'est-à-dire qu'ils ont contracté quasiment 500 milliards d'euros de dettes pour investir sur le long terme sur leur armée et réarmer au-delà de nous-mêmes nos propres capacités. Là où nous, Macron, il s'est retrouvé dans une situation délicate où il n'a pas pu annoncer ça parce qu'on est déjà largement trop endetté, qu'on a déjà des intérêts qui nous étranglent et qu'on a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire la seule marge de manœuvre qu'on a, et c'est le message qu'on essaie de porter aussi, la seule marge de manœuvre qu'on a en termes de finances publiques, c'est baisser les dépenses. Et tous ceux qui vous font croire qu'on pourra
continuer à maintenir ce système-là en augmentant les taxes sur une minorité de personnes qui sont les ultra-riches ou sur les entreprises ou les jeunes entrepreneurs et les jeunes actifs, vous mentent puisque c'est infaisable. C'est infaisable. On a atteint un point de rupture où l'économie ne fonctionne plus et on n'a plus de croissance. Donc c'est fini. Et là, aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne conscience de ça. Et on ne changera pas les choses avec les mêmes responsables politiques qui, pendant 50 ans, nous ont dit « tout va bien, l'endettement n'est pas un problème et notre système social est efficace et parfait ». Ils nous ont menti de toute manière. Et juste, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent on raisonne de façon très silotée. On parle de la question de la dette, ensuite des retraites, du logement, etc. En fait, tout est lié. Parce que tu as une génération qui a pu acheter, par exemple, des logements, des appartements très peu chers, début des 30 Glorieuses. Dans le même temps, on a émis de la dette qui a fait gonfler les prix de l'immobilier. Cette dette aujourd'hui finance les retraites. Et donc tu as une génération qui se retrouve à la retraite avec des énormes retraites, avec des appartements qu'ils ont achetés pour pas grand-chose et qui aujourd'hui valent des millions, pour une dette qu'ils ne rembourseront pas. Donc autrement dit, tu as toute une génération, la nôtre et celle qui viendra après, qui finance l'enrichissement d'une autre génération, ce qui est, d'un point de vue historique, inédit. Donc tout est lié en fait. La question du logement, des prix de l'immobilier, qui est la question des retraites, qui est la question de la dette. Il y a un chiffre que je trouve assez dingue quand même, c'est 500 milliards, juste pour en revenir là-dessus. Ouais. Ça veut dire que en fait, le système ne marche pas, le système est totalement déficitaire, et au lieu de s'en être rendu compte il y a 10 ans et d'avoir mis ça sur le débat public et dire attendez là, le système de retraite, on dépense plus que ce qu'il y a comme argent, on est obligé de s'endetter, mais c'est pas l'État qui s'endette. En fait, on endette les nouvelles générations, les particuliers, mais en fait, pour la suite. Et donc on dit là, pour continuer à ce que les gens touchent leur retraite tranquille, alors qu'en plus, c'est pas uniforme, c'est pas que les petites retraites. On a des gens qui touchent, on l'avait vu, je crois que c'était Michel Barnier quand il est arrivé à l'Élysée, à Matignon, pardon. On a entendu que sa retraite, et pour rien, c'est le système, était de 28 000 euros. Donc il y a des gens qui ont ces types de retraites-là, et l'État a dit, les gouvernements ont dit, bon, bah là, on va endetter de 500 milliards une nouvelle génération pour pouvoir payer ces retraites-là. Ouais, non, c'est délirant. Et d'ailleurs, sur les élus comme une partie des fonctionnaires, eux peuvent bénéficier d'un système de retraite par capitalisation qui est extrêmement généreux parce que, effectivement, quand on a cotisé dans ce genre de système pendant 30-40 ans avec des rendements du marché qui, en France, sont autour de 7%, on se retrouve avec des pensions qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées que le commun des mortels qui, eux, sont enfermés dans ce système de répartition ultra déficitaire. Et ce qu'il faut dire aussi sur cette dette, c'est ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que ces 500 milliards de dettes supplémentaires, en plus, ce qu'on ne dit pas aux gens, ce que les gens ne voient pas, c'est que ça a un impact très concret sur la vie quotidienne. C'est-à-dire que plus on augmente notre dette, plus nos taux d'intérêt augmentent. Les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le crédit que vous allez rembourser sur votre maison. C'est le taux que va payer l'entreprise qui veut s'endetter pour produire. Donc ça ralentit la croissance, ça ralentit l'économie, ça appauvrit les particuliers, ça appauvrit tout le monde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on est dans un système économique. C'est illusoire. La gauche ment aux jeunes quand elle dit typiquement qu'il y a d'un côté les jeunes, il y a d'un côté les retraités, il y a d'un côté les entreprises, il y a d'un côté les riches, et qu'on n'a pas du tout d'intérêt commun. C'est faux. On a tous un intérêt commun en tant que nation, qui est d'avoir une économie qui produit, qui est en croissance, qui est en bonne santé, et qui investit pour son avenir. Tous, même les retraités, ils ont cet intérêt-là. Parce que les retraités qui aujourd'hui partent à la retraite, ils ont tout intérêt à avoir dans 20 ans une France qui est assez riche pour payer leur pension, qui est assez riche pour avoir des commerces qui fonctionnent, avoir des infrastructures qui fonctionnent. Donc cette dette-là, elle est nocive parce qu'elle fait augmenter les taux d'intérêt, elle fait augmenter l'inflation. De toute façon, c'est simple, c'est inflation, taux d'intérêt. Donc pareil, quand certains partis politiques s'indignent qu'on ait des prix qui augmentent, que la consommation devienne plus difficile, que les Français s'appauvrissent, ce qui est vrai, c'est en termes de pouvoir d'achat, il y a eu un appauvrissement, mais c'est aussi le fait de ce système-là. C'est notre dette qui crée de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Et qu'on a tous tout intérêt, et les étudiants, comme les retraités, comme les actifs, à assainir nos comptes, fermer notre déficit, réduire notre déficit, revenir dans une norme et pour surtout produire et avoir de la croissance, parce que c'est le seul moyen qu'on a de tous s'enrichir collectivement. Et sur le constat, tu disais, en fait, ils ne savaient pas, enfin, personne ne s'est rendu compte à l'époque, et aujourd'hui on en parle. En fait, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que je pense qu'ils savaient. Il y a des extraits qui ressortent de Mitterrand qui parlait du système de retraite en disant ce sont mes successeurs qui devront gérer ce problème démographique.
T'as le livre blanc de Michel Rocard sur les retraites, 1990, qui dit expressis verbis que le système de retraite par répartition tel qu'il existe en raison des tendances démographiques ne peut pas tenir. Et d'ailleurs, il modélise le taux de cotisation. Et en fait, il avait pour le coup raison, parce qu'on arrive au taux de cotisation actuel, quasiment un tiers du revenu brut. Donc en fait, il savait, c'est mathématique, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre. Et à tel point que d'autres pays l'ont fait, c'est-à-dire sont passés à la capitalisation, parce que le vieillissement, bah, c'est un phénomène naturel, tu vois, des économies développées où les gens font moins d'enfants, où tu as un allongement de la durée de vie. Donc tu as par exemple la Suède, qui dans les années 90, début 90, a connu une énorme crise économique et financière, donc ça a un peu précipité la transition. Dans le même temps, les gens faisaient moins d'enfants au vieillissement de la population. Donc ils ont mis autour de la table des gens, ils ont dit, OK, vous avez 1 an pour changer le système. Donc ils ont mis en place la retraite par capitalisation obligatoire dans leur système. Et donc aujourd'hui, depuis 25 ans, tu vois, tous les Suédois ont un complément de retraite par capitalisation. Et l'avantage de ça, bah, il est multiple. C'est premièrement, les retraités ont des retraites plus importantes par rapport à la répartition. Deuxièmement, ça finance l'économie. Tu vois, ils ont des énormes fonds de pension qui participent au financement bah, de l'économie suédoise. Donc finalement, tout le monde est gagnant. C'est un peu différent des modèles de fonds souverains. Tu vois, par exemple, on parle souvent de la Norvège, des pays du Moyen-Orient qui ont des fonds souverains. Eux, c'est alimenté par des ressources pétrolières en général. La France n'a pas ça. Donc ce sera nos actifs de retraite qui permettront de faire des fonds de pension. Et donc c'est super utile pour financer l'économie. Et pour revenir sur les 500 milliards de dettes, 500 milliards de dettes, ça représente entre 20 et 25% du PIB français. Donc c'est quand même conséquent. Imagine si on avait mis ces 500 milliards de dettes dans un fonds qui permet d'aller vers la capitalisation. Si on avait fait ça il y a 5 ans, 500 milliards, peut-être qu'aujourd'hui on serait à 1000 milliards. Et donc on aurait très largement de quoi lancer la capitalisation. Donc tous les gens qui disent c'est pas possible, ça va coûter trop cher, la transition est compliquée, j'ai envie de leur dire bah non, en fait, il faut juste réallouer la dépense, savoir pourquoi on s'endette, à quoi ça sert. Mais en fait, si on avait fait il y a 5 ans, aujourd'hui la France aurait un système de retraite totalement différent. Donc c'est juste une question de volonté politique, une question de priorité. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour pas changer de système, c'est juste des gens qui n'ont pas de courage. Ouais. Il y a un autre chiffre qui est terrible là pour l'année qui arrive. Je crois que l'État va devoir emprunter 310 milliards pour rembourser sa dette. Il y a des taux beaucoup plus élevés qu'effectivement il y a 5 ans. Et sur ce que tu disais, il y a des gens qui me disent non, il n'y a pas de problème de dette, c'est pas grave, dormez tranquille, faites pas d'histoire et continuez à voter là-dessus. C'est En faux. fait, quand on a 50 milliards par an d'intérêt de la dette, ça veut dire qu'on appauvrit le pays et que c'est de l'argent qui pourrait aller ailleurs, mais c'est Bien sûr. surtout un signal. 50 milliards, c'est quand même plus que le PIB de plein de pays Ouais, bien sûr. qu'on perd et qu'on donne d'ailleurs à des grandes institutions financières et donc ceux Étrangères. étrangères et ceux Ouais. qui se disent des bonnes âmes de gauche contre c'était quoi la phrase de Hollande, la finance C'est mon ennemi c'est la Ouais. finance. notre ennemi c'est la finance et qu'on abreuve des grandes institutions financières au détriment Ouais. du peuple et au détriment des jeunes générations, Mm. ça me paraît quand même quelque chose de très incohérent. Mais ça montre à quel point on est allé loin dans le délire socialiste. C'est-à-dire, quand on dit mon ennemi c'est la finance c'est nous tous. Encore une fois, la finance c'est le particulier qui s'endette pour acheter sa maison, c'est l'entreprise de boulanger qui s'endette pour ouvrir son local. Ça nous concerne tous. Alors qu'on soit Bernard Arnault ou qu'on soit un boulanger, in fine, on est tous impactés de la même manière. Et Dezio, effectivement, comme tu le dis, ça a un problème c'est un problème de souveraineté également, parce que on entend tout le temps dans le débat des politiques de gauche comme de droite se lamenter et chouiner parce qu'on a des boîtes qui sont rachetées par des Chinois, par des Américains, on a des actifs stratégiques qui partent à l'étranger, on a des entreprises qui délocalisent, mais c'est bien de se lamenter, mais après il faut voir la raison sous-jacente. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'a pas de capital privé en France. Et ça se voit sur deux choses, c'est la détention de nos actions et nos entreprises qui partent à l'étranger, et la détention de notre dette. Et parmi les pays du G7, on est le pays qui a le plus de pourcentage de créditeurs étrangers. On a seulement 53% des créditeurs de la France qui sont français. C'est-à-dire quasiment la moitié de notre dette est détenue par des fonds ou même des États étrangers. Ça, c'est un énorme problème de souveraineté qui devrait nous alerter. Et ça se reflète encore une fois aussi sur les entreprises qui du coup n'ont pas le capital privé nécessaire pour investir, pour racheter des actifs, pour développer des nouvelles entreprises, même d'investir dans nos startups. Nos startups galèrent à trouver du financement en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de circulation de capital et de capital disponible nécessaire, comme c'est le cas dans la Silicon Valley par exemple. Et ces fonds-là, ils viennent, parce que c'est ça que les gens ne voient pas, c'est qu'ils viennent en grande partie de ces énormes fonds de pension
aux États-Unis comme dans la plupart des pays développés, qui viennent financer ensuite l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est un système ultra vertueux où votre future retraite, qui fait des petits et augmente de 7 à 10% par an, va servir à financer l'économie réelle, créer de l'emploi, créer de la richesse. Et si on était aligné sur la moyenne de l'OCDE de capitalisation, on serait à peu près 100% d'actifs sous gestion pour les retraites, ce qui représente 2500, 2600 milliards d'euros immédiatement qui seraient disponibles pour investir dans notre économie. C'est énorme. Et imaginez si on alloue 5% par exemple, de cette somme aux startups, aux jeunes entreprises à haut potentiel de croissance, c'est potentiellement des centaines de milliards qu'on peut avoir pour financer les futurs Nvidia, les futurs ASML, les futurs OpenAI, qui, à elles seules, ces entreprises peuvent rendre une nation très riche. On a eu l'exemple en Europe, au Danemark, du fabricant de l'Ozempic, comment il s'appelle, Novo Nordisk, qui, à eux seuls, était une petite entreprise familiale originellement, et qui, avec un seul médicament, une seule innovation, a pris un poids énorme dans l'économie du Danemark. C'est un poids en termes d'emploi, de PIB, en termes de création de richesse qui est gigantesque. Et s'ils n'avaient pas eu cette entreprise-là, le Danemark serait aujourd'hui beaucoup plus pauvre. C'est-à-dire que ça peut se jouer à une boîte. Et une boîte qu'on fait fuir aujourd'hui en France, qui va se délocaliser à l'étranger, un entrepreneur qu'on fait fuir dans la Silicon Valley, et d'ailleurs il y a cette stat qui est terrible, c'est qu'il y a plus de Français à la tête de licorne aux États-Unis que de Français à la tête de licorne en France. Ça devrait nous alerter. Et tout ça, c'est du capital, c'est de l'argent, c'est de la richesse et de l'emploi qu'on a laissé partir à l'étranger. Et ça devrait être notre priorité numéro 1, de faire en sorte qu'on fait revenir ces gens. Et ça passe aussi, ça on revient toujours au même sujet, l'économie n'est pas un silo, c'est-à-dire que ça passe aussi par notre système de retraite. C'est-à-dire que notre système de retraite actuel est en train de bloquer une masse monétaire et de capital énorme, un transfert énorme d'argent de l'actif, qui lui crée la richesse, à l'inactif, et qui pour 25% en plus est épargné. Donc là, pour le coup, c'est du capital qui dort. Là où, dans la plupart des économies développées, ces actifs servent à créer de l'emploi et de la richesse. C'est ça que les gens doivent comprendre aussi, c'est que tout est relié. Et notre appauvrissement depuis 50 ans, il est lié à ça. Il est lié à notre système social, il est lié à notre système de retraite, il est lié à notre système de gestion étatique et notre addiction à la dépense publique. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez dramatique. Emmanuel, tu as parlé des conséquences sur le logement pour les nouvelles générations, des conséquences sur les salaires, les conséquences sur la dette qu'ils ont, mais aussi une conséquence très très forte sur le prix, puisque quand vous payez quelque chose 100 euros, en fait ça va pas dans la poche du commerçant, puisque lui est assujetti à payer des URSSAF, la CSG, des impôts, etc. Et en fait la dette crée beaucoup d'impôts. Tous ces impôts, ça augmente le prix, et donc ça appauvrit encore plus les gens. Ouais. Et on se retrouve avec une génération qui par rapport à il y a 30-40 ans, il n'y a pas de croissance, les prix sont très hauts, l'immobilier c'est difficile d'accès, en plus on ne construit pas et il n'y a pas de crédit, et les perspectives du coup en termes d'emploi, comme il n'y a pas de croissance parce qu'on n'est pas assez compétitif sur tous les marchés, parce qu'il faut payer beaucoup d'impôts, et c'est assez terrible. Mais est-ce que les jeunes avec qui vous en parlez, vous avez le sentiment qu'ils en ont plus conscience maintenant que, disons, il y a un an et demi, avant qu'on en parle vraiment dans le débat public? Oui, bon, déjà, enfin, je pense qu'on est à peu près tous dans le même bateau, tu vois. Même nous, à titre personnel, on est dans ce bateau. Je pense qu'un élément qui fait que tu commences à comprendre, c'est quand tu commences dans la vie active. Quand tu es étudiant, tu es un peu épargné parce que tu vois, tu as les APL qui tombent, etc. Tu pas besoin de grand-chose pour vivre. Une fois que tu as les filets qui lâchent et que tu commences à gagner ta vie par toi-même, tu te dis, ok, c'est marrant, je viens de commencer, on commence déjà à me prendre par tous les trous mon argent. Tu vois, j'ai fait des études longues, j'ai même emprunté peut-être pour mes études et finalement, je gagne pas tant que ça. Donc les gens se disent, il y a quand même un souci. Donc je pense que c'est ça qui fait que les gens commencent à comprendre. Après, malgré tout, tu vois, dans la jeunesse, tu as une colère. Mais je trouve que la colère va pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire que tu vois pas les gens se mobiliser contre le système de retraite. Tu as une colère qui est un peu diffuse, qui fait que tu as une partie qui va chez Mélenchon, une partie qui va au RN, etc. Ils se battent, mais ils savent pas contre quoi ils se battent. Et en fait, nous aussi, ce qu'on veut expliquer, c'est que la façon dont est géré l'argent, l'allocation du capital public, tu vois, de notre richesse collective, fait que ça les appauvrit. Et en plus, on est pris dans des injonctions contradictoires. On nous dit, par exemple, acheter français. On a tous envie d'acheter français. Sauf qu'aujourd'hui, en raison du coût du travail, de la structure de notre dépense, ça coûte beaucoup plus cher. Dans le même temps, tu as des salaires qui sont faibles. Donc tu te retrouves à acheter du Shine, du Shein et du Temu. Après, on te culpabilise parce qu'on te dit t'es pas écolo. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as envie que tes enfants ils aient des jouets.
qu'ils aient des vêtements. Donc, tu vois, non seulement t'as pas le choix, et après on te culpabilise. Alors la question, t'as celle des salaires. Et en fait, ce qui fait que t'as des salaires faibles et un écart énorme entre ce que ça coûte à ton employeur et ce que toi tu récoltes dans ta poche, bah, c'est le système social. C'est-à-dire que tu as toute une partie de ton argent. Comme je te disais, tu as un tiers de ton brut qui va dans les retraites, le reste c'est de la redistribution. Donc en fait, ton argent, il Mm. s'évapore. Donc on ne peut pas traiter la question, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, mais en fait c'est plutôt la question du travail qui doit payer. Mm. On ne peut pas la traiter sans traiter la question du système social parce que c'est un peu ça qui saucissonne ton revenu et qui fait que tu as une partie qui part, ce qui rend d'autant plus insupportable et injuste quand tu vois des élus qui remboursent leurs notes de frais, Ouais, Mhm. etc., qui sont totalement déconnectés. Ça, c'est devenu totalement ouais. insupportable. Et après, sur la dépense publique, pour élargir, tu as la question de la dépense sociale, mais tu as aussi la question de l'organisation de l'État, qui est devenu, c'est un millefeuille qui dilue de l'argent public, où tout le monde s'occupe de la même chose. C'est comme une entreprise qui serait mal organisée, où tu as trois personnes qui ont le même job, bah, c'est à peu près pareil. Tu as l'État qui a une compétence sur le social, mais qui a aussi le département qui a une compétence sur le social avec le RSA, et puis la commune qui y va de son petit chèque, et puis ce qui est entre les deux, les intercommunalités, etc. Donc tu as un truc qui est incompréhensible, où tout le monde s'occupe de tout, où personne n'est responsable de rien, et donc tu peux pas gérer la dépense. Donc c'est devenu incontrôlable, et entre les deux, c'est le fameux Nicolas qui paye, en tout cas c'est l'actif, qui lui se fait spolier. C'est plus pour tout le Et monde. voilà, après, ayons quand même un message d'optimisme. Nous, on apporte des solutions qui déjà sont faisables. Et puis ce qui me rend aussi optimiste, c'est la prise de conscience. Tu vois, si on est là tous les trois autour de la table, c'est que déjà on a envie de le faire savoir, qu'on a compris, et les gens veulent un changement. Tu vois, Mm. sinon il n'y a pas d'avenir. Et la France, c'est un grand pays, donc je pense qu'on y arrivera et il faut continuer à mener Ouais. ce combat. Ouais, ce qu'on se dit souvent, c'est que pour nous, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est une évidence. Et il faut aussi qu'on se rende compte qu'on vit dans une forme de bulle. On est à Paris, on a fait des grandes écoles. Et forcément, il y a des enjeux que nous paraissent clairs et évidents, qui ne le sont pas pour tout le monde. Et surtout, il faut se dire qu'on se bat face à nous contre un système qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement bien organisé, qui est extrêmement bien implanté, qui est quasiment historique, et qui est composé à la fois des élus, des médias publics, des médias subventionnés, de tous ceux qui ont un intérêt dans ce système social étatique obèse, même parfois des entrepreneurs. Il y a des entreprises en France qui sont très étatiques, qui sont très étatisées. Donc tout ça, c'est un système qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement enraciné. Et nous, on est juste des jeunes avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, mais on pèse pas grand-chose. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une prise de conscience, même sur les réseaux sociaux, qui est salutaire. Et heureusement qu'on a des réseaux sociaux libres et non censurés pour pouvoir constituer le débat et une forme de mouvement, d'organisation. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va prendre du temps et beaucoup d'efforts pour réussir à démanteler finalement tous ces mensonges qui ont été faits à la jeunesse, qui, pour une grande partie, sont persuadés qu'ils sont dans une situation critique peu reluisante à cause de Bernard Arnault, et pas à cause de l'État qui lui prend 70% de son salaire, à cause de l'État qui paupérise l'université, à cause de l'État qui paupérise toutes les administrations essentielles, l'éducation, la police, la justice, la sécurité. Et c'est très facile finalement, et on l'a bien vu cet été, en septembre, sur le cirque Zuckman et le cirque, les 211 milliards d'aides aux entreprises, qui ont été alimentés, entretenus pendant des semaines et des semaines et des semaines, alors que sur les marchés, tout le monde était en panique parce que la dette française était en train d'exploser, que les taux étaient en train d'exploser et que notre déficit était hors de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont réussi d'une certaine manière à endormir une partie de la population en leur faisant croire que le problème, c'était les entreprises et les riches qui se gavaient et pas l'État qui dépensait. Et donc nous, face à ça, on essaye un peu de déconstruire ce récit-là, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et effectivement, il faut s'attaquer à un système qui est bien plus large que nous. Mais je suis persuadé qu'un jour, on va y arriver. Mais il faut que tout le monde nous rejoigne, il faut que tous ceux qui font le même constat que nous aussi s'engagent et prennent le courage aussi de parler comme on le fait publiquement. C'est le seul moyen qu'on aura de gagner. Et c'est vrai que ce qu'on constate aussi, c'est que, tu vois, parfois on pousse des portes, on ouvre des fenêtres, etc. Et ça fait du bien parce qu'il y a des gens qui nous disent bah, merci de dire ça, etc. Mais tu as toute une masse silencieuse qui est d'accord avec nous, parfois même dans des politiques, hein, tu vois, qui sont d'accord avec nous, mais qui disent l'inverse publiquement parce que c'est trop risqué, etc.
Et en fait, il faut que tous ces gens-là prennent leur courage à deux mains. Et je pense qu'en fait, c'est même pas une question de courage parce qu'ils risquent pas grand-chose, sachant que tout le monde est à peu près d'accord sur le constat. Donc l'appel aussi qu'on veut donner, c'est de dire engagez-vous, prenez la parole, vous risquez rien, et puis surtout, vous aurez les honneurs et les gloires de l'histoire, parce que vous serez parmi les premiers à l'avoir dit, et de toute façon, l'histoire vous donnera raison, parce que le système dans lequel on est totalement intenable. Parce qu'il n'y a pas de recette magique sans politique d'ajustement. On va continuer à s'appauvrir, l'État s'endetter, les prix vont augmenter, on aura de plus en plus de mal à se loger, il y aura de moins en moins d'emplois. On citait tout à l'heure des industries. Nous, en France, on a été, par des politiques que j'aime bien étudier à l'époque de Pompidou, les 30 Glorieuses, on avait des industries fortes, 20-25% du PIB qui était en industrie. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Il y avait de la croissance dans des secteurs technologiques très très forts. Aujourd'hui, on se fait complètement balader par un BYD, un Shein qui vient parce qu'ils ont des grosses tailles de marché, ils ont des structures plus souples. Et c'est vrai que c'était Pompidou d'ailleurs qui disait on ne peut pas se réfugier derrière des fausses protections. On a l'impression que le discours a quand même été très dur à entendre et que c'est vrai que pour les politiques, encore, faut mieux pas trop en parler. Mais en même temps, ils voient bien que comment on fait pour éviter 500 milliards de dettes. Et je pense que notre génération a quelque chose totalement à jouer parce qu'il faut, dire la vérité, expliquer les choses, sensibiliser et montrer, comme vous l'avez fait, d'ailleurs, qu'il y a des solutions, que ce soit par la capitalisation, par la réduction de dépenses. Et en plus, la réduction de dépenses, c'est pas que ça va vous handicaper, c'est un peu comme si vous étiez obèse. Oui, vous avez un régime, mais après le régime, on est plus fort. Et il n'y a pas de monde dans lequel la Corée du Nord est plus riche que la Corée du Sud. Donc les politiques étatistes, au fond, n'ont jamais marché et ne pourront pas plus marcher demain. Un autre truc que je trouve fou, c'est qu'il y a encore la croyance que l'État va mieux faire le job qu'un entrepreneur pour créer de l'emploi. Mais en même temps, quand on discute avec les nouvelles générations, du fait des réseaux sociaux, du fait des voyages, il y a plus grand monde qui pense que c'était mieux l'Union soviétique que Dubaï, ou que Singapour, ou que Monaco. On voit bien que moins il y a de fiscalité, plus en fait il y a de création de richesse, parce que c'est les règles de base de l'économie, où le capital global dans une économie, c'est ça qui permet la croissance. Ça vient quand même de là, il y a une relation de cause à effet direct. Et que sans capitaux, plus on taxe, plus on l'évite. Avec Zuckman, dont on a parlé, qui a fait une belle campagne de communication avec plein de gens autour de lui, et ça a été efficace. Mais ça marche pas. Et ce qui est dingue, c'est de voir des jeunes qui disent non, mais moi je me bats pour ma retraite plus tard. Non, en fait, toi tu te bats pour continuer à te faire fonctionner si tu travailles. Et si tu travailles pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui fonctionne et qui circule. Et ça, c'est un truc un peu... Et après, quand même, une petite dose d'optimisme, mais parmi tous les pays au monde, tu vois, qui ont connu des crises, etc., enfin, même quand tu voyages, tu dis quand même la France, c'est la France. Tu vois. On a quand même un truc particulier, c'est le plus beau pays du monde. Tu sens que la France, c'est différent. Et on a un potentiel que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Tu vois, on a encore un système de grandes écoles qui fonctionne très bien. On a des meilleurs mathématiciens, meilleurs ingénieurs, etc. Des prix Nobel. On a des prix Nobel, on a des intellectuels, des artistes. Donc c'est un pays qui a un génie. L'histoire nous a démontré. Tu vois, on est un petit pays géographiquement, mais on a vraiment éclairé le monde. On a créé les droits de l'homme, les lumières. Enfin, on a soufflé sur le monde et la France, ça fait toujours rêver dans le monde entier. Je crois que ce génie n'a pas disparu, mais qu'on est très mal gouverné et que voilà, aujourd'hui on est dans une forme d'impasse, mais que globalement je pense qu'on va en sortir, c'est une question de temps. Voilà, une question de patience. La France souvent résonne par révolution. Hein, tu sais, c'est la Révolution française. Ensuite, on a eu la restauration de l'Empire avec Napoléon. Puis, on a eu plusieurs républiques. Puis, l'impasse de la quatrième, le retour de De Gaulle. Donc, c'est toujours par des grands à-coups. Donc, peut-être que ça se fera comme ça, peut-être pas dans la douceur. Mais le grand changement et la grande redéfinition de la façon dont les choses fonctionnent, elle va arriver tôt ou tard. Donc, l'essentiel, c'est d'être là et de continuer à mener le combat. On passe peut-être sur Milei. Absolument. Dans le prolongement, c'est vrai qu'il y a un pays qui a fait ça. Contre toute attente, il y a donc Javier Milei qui était économiste. Petite médiatisation au début. Puis de plus en plus, parce qu'il y allait vraiment frontalement dans les clashs. On le voit où il dit non, mais vous dites ça parce qu'en fait vous vivez de l'État, mais vous apportez rien comme richesse, vous êtes un parasite. Puis après le journaliste il dit bon, ok, on passe à l'autre invité, puis on entend des Milei qui continuent à crier parasito, machin. Donc, ça faisait des clashs, ça faisait des vues, ça faisait de l'audience. Donc les médias n'ont pas pu l'ignorer. Sur les réseaux sociaux, énorme phénomène.
Et puis, il était assez jusqu'au boutiste sur son idée libérale, libertarien. Euh, et ça prend dans l'opinion, il vend des livres, il fait des conférences, et puis il dit à un moment donné, même ceux qui se disent à droite ne sont pas vraiment libertariens, donc faut quelque chose qui est contre le système du politique, le système des politiciens qui veulent gérer de l'argent public. Il a cette phrase qui est un peu folle, mais il dit les politiciens sont des psychopathes qui font croire au peuple que sans eux, ils ne pourraient pas vivre, alors que c'est sans le travail du peuple Bien que sûr. le politicien ne pourrait pas vivre. Et donc ça prend, ça devient populaire, et il dit, bon, bah, je vais faire un parti et je vais me présenter aux législatives. Et il parle d'économie, il parle, faut réduire l'État, faut y aller à la tronçonneuse, parce que c'est des chaînes qui nous rendent entravent. esclaves, qui Ouais. nous entravent, etc. Et donc, il faut se libérer des chaînes, donc on y va à la tronçonneuse, donc les images qu'on a vues, etc. Il se fait élire député, et un an après, il est toujours très populaire, il dit, bah, autant aller jusqu'au bout, et je me présente à l'élection présidentielle, et il ne parle que d'économie. Ouais. Et il dit, voilà, on est en train de s'appauvrir à cause de l'inflation, je suis un économiste qui travaille depuis 25 ans sur les phénomènes d'inflation. Il convoque Mises, Hayek, mais aussi d'autres, moins connus comme Huerta de Soto ou Venegas Lynch Jr. Rothbard. Rothbard, Samuel Rothbard. Le rôle de l'État dans l'importance des prix, le rôle de l'État dans les monopoles, le rôle de l'État à chaque fois dans l'inefficacité. Mais quand on dit le rôle de l'État, c'est pas parce que l'État s'en occupe, c'est parce que l'État, à partir d'un certain seuil, et c'est ce qui est très dur, parce que dans les plateaux télé, on entend, ah bah oui, mais vous dites ça, vous voulez couper les dépenses de santé, d'éducation. Non, en fait, dépenses de santé, c'est, comme je l'ai dit, c'est très faible par rapport à la redistribution, par rapport à la technocratie, par rapport au coût de l'inefficience que ça entraîne. Et il fait une campagne qui est déjà qui est incroyable parce qu'on parle d'économie, on parle d'économie de façon libérale. Et là où normalement les gens votent plutôt sur bah oui, il faut être protégé, etc. Non, les gens disent de toute façon, c'est tellement le foutoir, on est tellement dans une situation d'appauvrissement de notre pays, Ouais. on tente. Ouais. Et il est élu. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui en France qui commence à se montrer. C'est, comme tu disais, la confiance plutôt dans le privé que dans le public pour confier son avenir. Et effectivement, comme tu le dis, en Argentine, ils étaient dans une situation qui était extrême finalement. Et il aurait fallu être fou pour dire, ah ben non, je compte toujours sur l'État pour assurer ma retraite, assurer ma protection sociale, assurer mon éducation, enfin tout ça, assurer aussi que la monnaie fonctionne. Et je pense qu'il y a aussi un truc commun à l'Argentine et à la France aujourd'hui, c'est le développement des cryptos. C'est que les cryptos, c'est aussi ce symbole-là, c'est d'une jeunesse, de peuples qui, à cause de l'inflation et à cause des politiques monétaires qui ont été menées depuis des décennies, ne font plus confiance et décident de prendre les choses en main eux-mêmes. Et aujourd'hui, nos politiciens feraient bien de prendre garde, parce que si jamais ils ne rétablissent pas un système qui fonctionne, on va tomber dans l'anarchie, une espèce d'anarchie, et l'État n'aura plus aucune voix, en fait, plus aucun poids. Et tout se fera sur des choses décentralisées, des crypto-monnaies, chacun créera son propre système économique finalement, individuel plutôt qu'un système collectif, national. Mais après, je pense que l'Argentine était dans une situation Pas tant plus dramatique. Oui, non, il cramaient pas autant d'argent que nous avec les intérêts de la dette. Ils ne devaient pas chercher comme nous 300 milliards l'année prochaine. Ils n'ont pas 57% de dépenses publiques avec un record du nombre d'élus ou de fonctionnaires. Par contre, c'est vrai qu'ils avaient de l'inflation et que ils avaient conscience depuis longtemps parce qu'ils avaient été en faillite il y a plusieurs décennies déjà. Mais il y a une scène moi qui m'avait marqué, c'est justement dans l'après-débat où le candidat qui était en plus pas mélenchonien, qui était centre-gauche, quoi, et qui voulait un peu, c'est d'ailleurs le problème de toute notre politique publique, c'est que en fait l'État, c'est pas chaque année on décide on va augmenter. On le fait à la marge, mais c'est chaque année, ah bah oui, mais ça augmente mécaniquement, parce que les règlements font que ça augmente. Et pour contrer Millet, au débat présidentiel, le mec dit, son concurrent dit, Massa, l'ancien président de ministre des Finances, pour le débat présidentiel, lui dit oui, mais ok, vous allez baisser, donc les étudiants, vous allez baisser telle et telle allocation, donc ils vont être plus pauvres, vous vous rendez pas compte et tout. Les étudiants ils étaient pris, ils sont pris, regardez, prends un selfie, regardez, on a même pas de chauffage, les lumières marchent pas, et de toute façon on sait qu'on n'a pas d'avenir. Ouais. Donc en sachant cela,
on est obligé de c'est prendre des risques. forcément meilleur. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin d'être dans cette situation-là en France. Ouais. La traduction aujourd'hui, elle n'est pas économique. Elle est sur quelque chose qui est un peu du ressort de la crainte de l'anonymisation d'un point de vue financier et parce que ça marche pas, mais en même temps très, si on regarde LFI, très pro-Gaza, très Zuckman, c'est-à-dire que si je suis pauvre, c'est parce qu'il y a des riches, etc. Ouais. Et de l'autre côté, identitaire et en même temps pas très libéral. Ouais. Mais il n'y a pas de solution aujourd'hui qui émerge et c'est vrai que par les réseaux sociaux, euh, par Internet, c'est-à-dire aussi avoir connaissance en temps réel de ce qui se passe ailleurs. Le bloc de l'Est soviétique, ils ne savaient pas que le libéralisme, ça marchait. Ils n'avaient aucun accès. Ouais. Il y avait la Pravda. Ils ne pouvaient C'est pas ça. se connecter et savoir qu'il y avait des gens qui vivaient mieux ailleurs. Nous, notre génération, on le sait, ce qui permet quand même d'avoir des idées et d'avoir des aspects de comparaison, comme vous le faites sur votre note, sur le fonds de pension, les retraites par capitalisation, etc. Et on voit que ça bouge. Mais le temps politique est un peu plus long. Ouais. Mais en même temps, il était long avant, il se raccourcit de plus en plus, il est de plus précaire, donc il y a quand même un espace. Ouais, ce qui est intéressant avec Milei, tu vois, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un Milei français est possible? Mais pas seulement au sens du programme, même au sens du personnage, parce qu'il est très excentrique, tu vois, les cheveux en pétard, rocker, passé de footballeur, etc. Donc, euh, tu vois, il y a pas de réponse à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a ouvert une brèche. Tu vois, maintenant, on a un cas d'école. Peut-être la génération de nos parents, ils ont eu Reagan, qui était encore très différent, qui était un ancien acteur, mais tu vois, qui lui-même sortait du sérail politique classique. Et que Milei, ça donne un exemple, pas forcément pour copier-coller, mais se dire, bah en fait, on va voir comment ça fonctionne. Et puis de se dire aussi, bah peut-être qu'aujourd'hui, la France, elle n'est pas dans la situation de l'Argentine, mais si on continue sur cette trajectoire, on va être dans la situation de l'Argentine avec restructuration de la dette par le FMI, etc. Et que de toute façon, on en passera par des personnages comme cela. Et ce qui est intéressant aussi avec Milei, comme tu disais, c'est qu'il a émergé en très peu de temps. Mm. C'est le Covid qui l'a propulsé, parce que son Absolument. mouvement, la liberté avant ça, qui justement a eu un écho, parce que comme tout le monde était enfermé chez soi, tout le monde avait envie de liberté, donc ils faisaient des petits rassemblements, etc. Donc ça a été le terreau favorable. Et puis ce qui est particulier aussi, c'est qu'à la fois c'est quelqu'un de très exubérant, mais c'est fondamentalement, moi je pense, un intellectuel. C'est un économiste, c'est quelqu'un qui a travaillé les textes, qui connaît Friedman, von Mises, Rothbard, Lucas par cœur. D'ailleurs, je crois qu'il a nommé, il a donné à ses chiens le nom de... Milton et Friedman. Voilà, tous ses chiens ont le nom d'un économiste. Il a même fait cloner son chien qui est décédé. Bon, c'est un peu... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai technicien, en fait. Souvent, les gens comprennent pas ça, mais qu'il est exubérant, mais c'est quelqu'un qui est très très bon techniquement. C'est un expert de la politique monétaire, des mouvements de marché, et du coup, il allie très bien. Et t'as raison, je pense pour l'instant, en France, on n'a pas encore ça. Mm. On n'a pas encore ça. Et là où je pense, et c'était l'objet du coup de la note que j'ai publiée, c'est qu'il est vraiment à l'origine d'un nouveau libéralisme. C'est-à-dire comment, en fait, on définit une doctrine. Le marxisme, le communisme, Karl Marx, ajouté trotskisme, libéralisme, on disait souvent Bastiat, Say, Ricardo, etc., Adam Smith. Aujourd'hui, lui, il a un peu fait un amalgame de tout ce qu'étaient les grands penseurs économiques, mais surtout les récents, et en basculant un peu vers quelque chose qui est la pensée libertarienne, mais qui en fait explique qu'une société est plus prospère lorsque l'État est réduit, et explique pourquoi. Il y a un livre qui l'explique très bien, avec des schémas macroéconomiques qui s'appelle Capitalisme ou Socialisme, et l'impasse néoclassique, et il explique comment en fait on doit mener nécessairement vers ces politiques-là quand on est dans des sociétés qui sont post-keynésiennes comme la quasi-totalité des États occidentaux aujourd'hui. Et surtout, qu'il y a la pensée, mais il y a le côté exubérant, mais c'est une rockstar. Aujourd'hui, c'était Roger Stone, le célèbre conseiller de Trump. Il y a une série Netflix d'ailleurs qui lui est consacrée à Roger Stone. Quand Milei est allé à Mar-a-Lago après l'élection de Trump, il a pris une photo, il a tweeté je prends une photo avec mon héros. Alors qu'il bosse avec Trump, que le mec avait bossé avec Nixon. Et il va dire son héros, c'est Milei. C'est-à-dire qu'il a incarné quelque chose dans le discours. Il a fait la une de tous les journaux
mondiaux, dans tous les pays, au Vietnam, en Chine, etc. Et donc, il y a quelque chose qui sera difficile de ne pas prendre en considération, y compris en France. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, je vous explique qu'il faut tronçonner les dépenses de l'État, qui gagne l'élection. Tout le monde disait c'était un clown Trumpiste, ça va s'effondrer, c'est machin, c'est un fou furieux. En fait, le mec est quand même économiste, docteur en économie. Il se fait élire là-dessus. Il le fait. On disait l'Argentine va s'effondrer, c'est pas possible. Déjà, on disait qu'il n'allait pas le faire. Maintenant, il le fait, ça va s'effondrer et tout. Puis on avait une croissance négative, on a une croissance de 5 à 7%. Il a divisé l'inflation par 10, on était à 25 points, on est à 2 points mensuels. Il y avait un déficit, il est arrivé en un mois, il a dit non, on reprend toutes les dépenses, je veux un déficit zéro. Et finalement, à la fin de l'année, il a un surplus fiscal. Et c'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Et c'est très difficile aujourd'hui, mais c'est ça qui est un peu fou conceptuellement, de penser qu'on n'aura pas de réponse libérale à la politique qui est menée. Alors après, à décharge de tous ceux qui sont élus aujourd'hui, comme on n'a pas parlé d'économie pendant les débats, personne n'a dû se positionner sur on va maintenir la dette, on va la réduire, si on la réduit de temps, etc. Ils n'ont pas pris d'engagement parce que personne n'en a parlé pendant les 2 dernières élections. Donc c'est très problématique et puis c'est aussi le nœud du problème. Mais tout ce qu'on peut populariser comme idée, ça va faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions. Et comment tu perçois un peu les critiques qui sont faites aujourd'hui à Milei? On dit les résultats sont pas si mirobolants que ça, il y a une augmentation de la pauvreté. Comment toi tu juges les critiques qui sont faites? Par les faits et la vérité, c'est-à-dire que quand il est arrivé, le taux de pauvreté était autour de 45-47% de la population, ce qui était énorme. Il est arrivé, il a coupé 10% des dépenses du PIB, donc 30% des dépenses publiques. Et c'est sûr qu'on retire les salaires du jour au lendemain à plein d'agents publics, on coupe des subventions aux associations, etc. Il y avait une économie qui circulait, mais qui ne circulait pas sur des aspects productifs d'entreprises créatrices d'emplois. Mais il y avait des gens qui touchaient de l'argent, qui allaient consommer, etc. On a battu les cartes. Et donc, quand on retire, sur le moment, ça fait un peu plus de pauvres. Donc, ça a augmenté jusqu'à 52-53%. Et là, on est redescendu. Et puis après, comme l'argent qu'il n'a pas mis dans ce qui était improductif, après, ça a permis de recirculariser. Et en plus, il a fait 500 décrets à peu près qui ont permis d'assouplir les conditions. Par exemple, pour du logement, il a arrêté les prix fixés sur les logements dans la capitale, ce qui a baissé les prix de l'immobilier, ce qui fait que les gens ils ont plus d'argent dans leur poche pour pouvoir aller dépenser au restaurant, au cinéma, ce qui recrée de l'emploi, etc. Ou investir dans des sociétés et autres. Et donc, ça a baissé de façon drastique et on est maintenant aux alentours de 28% de taux de pauvreté. On est passé donc de 46 à 53 avec une thérapie de choc. Et 8 mois après, on avait une forte croissance, c'est-à-dire à plus de 5%, plus de 4%, pardon. Là, on est maintenant à 7% ces derniers mois, et avec un taux de pauvreté qui a chuté de 20 points. Donc oui, il y a une difficulté, c'est vrai, il y a une phase de transition, d'ajustement, d'alignement. Mais après, ça permet d'avoir une forte croissance et de baisser la pauvreté. Donc ceux qui critiquent, je ne vois pas très bien ce qu'il leur faudrait de plus aujourd'hui. Et une leçon aussi intéressante, je trouve, c'est que tu vois, ce genre de grande réforme et de diminution de la dépense publique, ça ne fonctionne que lorsque le président, c'est-à-dire le sommet de l'État, est vraiment impliqué dans la démarche. Si tu dilues la responsabilité en disant je nomme un ministre, tu vois, comme en France, ministre de la simplification administrative, où tu dis c'est le ministre du budget qui va s'en occuper, tu es sûr que ça va pas marcher. Il faut que le sommet de l'État soit matin, midi et soir mobilisé sur cette question et que lui il soit autant convaincu qu'il faut réduire les dépenses, réduire la dette. Et ça, c'est, moi je pense aussi dans la perspective de la prochaine présidentielle, tu vois, il faut que le prochain présidente, il est vraiment chevillé au corps cette conviction et qu'il délègue pas un ministre. Antonin, mot de la fin? Mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, effectivement, comme le dit Emmanuel, c'est engagez-vous et incitez vos politiques à se prononcer sur ces questions-là. Je pense qu'il faut que tout le monde sorte de l'ambiguïté et qu'aucun parti dans l'histoire politique n'a jamais fait de révolution, n'a jamais changé les choses sans jamais annoncer la couleur avant, et qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'IAP, de remettre les idées, remettre le débat
au centre du jeu, pour faire sortir chacun de sa tanière, et qu'on a aujourd'hui besoin de radicalité, on a besoin de politique, et donc Milei effectivement est une inspiration, qui ose, qui choque, qui sortent, qui sont audacieux. C'est pour ça qu'on a appelé notre institut l'Institut pour l'audace, qu'ils aient l'audace d'aller contre le système et qu'ils arrêtent d'être des pions qui répètent tous la même chose. Et donc pour ça, on a besoin de tout le monde, on a besoin des jeunes, et on a besoin que tout le monde s'engage, et même dans les médias, même partout, dans les entrepreneurs, dans cette démarche-là, et on les appelle à nous rejoindre avec l'IAP pour entamer cette démarche. Et donc, pour ceux qui veulent suivre vos travaux, les lire et s'engager, donc c'est l'Institut pour l'audace politique, iapol.fr. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Merci, Mickaël. Merci.